Salut tout le monde, ça y est, on arrive à la fin, c'est l'avant-dernier épisode du vlog en Master Sciences du jeu et je vous cache pas que l'émotion elle commence à monter avec toute la promo après avoir passé toutes ces semaines ensemble, s'être rencontrés, avoir échangé, avoir partagé des jeux, des projets, bref, on sent vraiment l'émotion qui est en train de monter. Mais bref, avant tout ça, j'ai 2 semaines déjà de cours à vous raconter, c'est parti pour le débrief. Côté sociologie des loisirs, on a attaqué un gros sujet qui est l'évolution des loisirs depuis les années 60 et c'est vraiment fascinant de voir comment le jeu il a évolué depuis ces années-là. Par exemple, entre les années 60 et 80, on joue finalement assez peu. On se promène plus qu'on joue. C'est aussi l'âge d'or des paris sportifs et des PMU qui sont au cœur des sociabilités populaires. Bon, surtout chez les hommes. Dans les années 80, on assiste à un véritable tournant parce que les pratiques ludiques vont augmenter considérablement, mais ça va changer. En fait, les pratiques ne vont plus être à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est-à-dire chez soi. C'est le témoin de passage d'une culture de la rue à une culture de la chambre. Mais les années 80, c'est aussi le développement des jeux électroniques, avec l'arrivée des arcades et des consoles, et on constate aussi une nette progression du jeu de société dans les loisirs. Et d'ailleurs, quand on compare entre 1974 et aujourd'hui, le temps de loisirs, il a explosé. On parlait de quelques minutes dans ces années-là, à plus de 5 heures quotidiennes aujourd'hui. Bon, le jeu vidéo y est pour beaucoup. Mais le jeu de société, il n'est pas à la masse, puisqu'en fait, c'est plus de 96% des personnes qui déclarent avoir au moins une fois essayé un jeu de société. Donc on se rend bien compte que ça s'est diffusé énormément et partout depuis les années 60. Ce qui était super intéressant aussi, c'est qu'on est rentré dans les typologies de pratiques. Par exemple, les jeux télévisés, il y a plus de 41% des gens qui regardent régulièrement. Pour les jeux vidéo, c'est 45%. Et par exemple, parce que c'est ça qui vous intéresse et je vous connais, pour le jeu de société, c'est 2% des personnes qui déclarent y jouer toutes les semaines. Côté jeux vidéo, on continue l'analyse, mais là on a parlé de l'analyse du jeu dans une pratique scolaire, c'est-à-dire en fait est-ce que le jeu il peut se servir de l'apprentissage. Et comme d'habitude dans tous ces cas on n'a pas de réponse claire, c'est pas un oui ou c'est un non. On a vu différents points, notamment par exemple le développement de ce qu'on appelle les skills, les compétences qui permettent d'améliorer par exemple la motricité, la coordination main-œil, et en même temps on a vu le pendant où on dit en fait que certains jeux guident tellement qu'en fait le joueur il est plus dans l'apprentissage, il est tellement pris par la main dans ce qu'on appelle le backseat, en fait, il est assis et puis on le guide tout le long, que justement ces apprentissages, ils sont à questionner. Mais alors, dans le milieu scolaire, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, c'est pareil. En fait, c'est compliqué à définir parce que le jeu, il peut autant apporter de la diversité dans les médias culturels qui sont présentés, mais en fait, la forme peut rendre le jeu complètement passif, c'est-à-dire que les enfants ne jouent pas, ils regardent par exemple des séquences et doivent l'analyser. Donc, on rentre plus dans une sorte de visionnage, en fait, d'un média pour servir un propos de cours. Côté littérature jeunesse, on a exploré comment une histoire elle voyage d'un support à une autre. Et il y a tout d'abord le cross-média, c'est l'adaptation directe de l'œuvre. C'est par exemple, il y a un livre, on en fait un film, comme Le Seigneur des Anneaux. Mais il y a aussi le transmédia. Et c'est là où en fait, à partir d'une série, on va aller créer des livres dans l'univers, on va aller créer des objets dérivés, des jeux, bref tout ça. Par exemple, comme Stranger Things, qui ont eu sa série, qui a eu des livres et qui a aussi des jeux d'enquête, etc. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a forcément un aspect commercial qui est intéressant. Oui, mais pas que. Si un jeune y voit une série, il aura plus de chances d'aller lire l'œuvre originale pour rester dans le même univers. Donc ça pousserait aussi à la lecture et à d'autres supports comme les jeux, etc. Côté Game Lab, on a eu les 2 derniers cours, ça y est, sur la partie ergonomie et graphisme. On a reçu tous les éléments du Master MTI pour réaliser enfin les impressions et lancer notre jeu pour la présentation finale. Donc voilà pour ces 2 dernières semaines en Master Sciences du jeu, et il y a quelques jeux aussi où je voulais vous raconter des anecdotes, c'est parti. Tout d'abord, Archipel, de Alexandre Droit, Yannick Gobert, illustré par Olivier Danchin chez Tiki Éditions. Tout commence avec Alexandre Droit qui avait cette idée de blocage avec des barrières. Il en parle alors avec son co-auteur depuis longue date, Yannick Gobert, qui lui pensait avoir la mécanique parfaite pour l'accompagner. Habitués à collaborer ensemble, les 2 auteurs ont rapidement matérialisé un prototype. Et c'est Alexandre qui allait le tester et les retours ont été tout de suite très bons. Et tout ça en une semaine, et tout va continuer à s'enchaîner rapidement, et Yannick, pris sur d'autres projets, n'aura finalement même jamais l'occasion de jouer sur cette version du prototype. L'autre jeu dont je voulais vous parler, c'est God 5 de Johan Levet, illustré par Mathieu Claus et Simon Ducci et édité chez Blue Orange. L'auteur Johan Levet a d'abord imaginé ce jeu à partir de son matériel, avant même d'en concevoir la mécanique. L'idée fondatrice, elle est née de l'envie purement tactile de manipuler une 60aine de jetons et de les placer devant soi. Et contrairement aux apparences, ce jeu qui semble plutôt très simple dans ses règles, il a nécessité des années et des années de développement. Le projet il a d'ailleurs failli être abandonné à cause de nombreux refus d'éditeurs sur notamment la complexité d'éditer un jeu avec autant de matériel et ses différents jetons.
C'est finalement une nouvelle version affinée et retravaillée dans tous les petits détails qui provoquera le coup de foudre chez Blue Orange. Et voilà, ça y est, on se retrouve donc dans 2 semaines pour le dernier épisode du vlog. Ça va beaucoup me manquer, je suis très ému par tout ça et par tout ce que aussi on a échangé à travers ça. Et merci encore de m'avoir suivi tout au long de cette année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le dernier épisode sera à la hauteur de vos attentes. Mais en attendant, j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de rendu. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour vous raconter tout ça et la fin des cours en Master Sciences du jeu.